libre-échange et du protectionnisme. Pendant très longtemps, le libre-échange a paru être la seule et unique possibilité pour permettre aux pays en voie de développement de se développer et aux économies développées de connaître une croissance du PIB qui soit une bonne croissance économique. En fait, depuis la crise de 2008, et plus encore maintenant parce que depuis 2010 on s'enfonce un peu plus dans la crise, il y a des voix pour dire que le libre-échange n'est peut-être pas la solution et qu'un peu de protectionnisme permettrait sans doute d'éviter une montée importante du chômage dans les pays de l'Europe en particulier. Et permettrait peut-être aussi d'éviter des délocalisations ou permettrait d'éviter qu'il y ait une sorte de concurrence déloyale de pays qui n'appliquent pas les mêmes normes d'hygiène, de sécurité, d'environnement que les Européens. Donc la question est posée maintenant et il serait intéressant de savoir comment ça a évolué et ensuite ce qu'on peut en penser. Faisons d'abord un constat de l'évolution du commerce international. Ce graphique nous montre la croissance du PIB ici en gris, c'est le PIB mondial, et la croissance mondiale du commerce international en rouge. On peut remarquer que la croissance du PIB d'une manière générale est moyenne, puisque c'est celle depuis les années 1950, avec la plus importante pendant les 30 glorieuses, celle de 65-73, et jusqu'en 2007, c'est-à-dire juste avant la crise de 2008. Nous remarquons donc une croissance moyenne du PIB, mais quand même une assez forte croissance. Par contre, ce qui est tout à fait remarquable, c'est l'importance que l'on voit en rouge de la croissance du commerce international. On voit que cette croissance est toujours importante et qu'elle est toujours supérieure à la croissance du PIB. Donc, qu'est-ce que l'on peut en déduire ? Eh bien, c'est que les pays, de plus en plus, produisent pour exporter. Et donc, l'importance du commerce international ne fait que grandir. Certains vont dire que c'est la croissance en rouge des échanges qui tire la croissance du PIB et donc qui lui permet d'augmenter régulièrement. D'autres feront remarquer que c'est lorsque le PIB augmente que les exportations, elles aussi, augmentent, qu'il y a un lien fort et que c'est toujours le commerce international qui croît le plus fortement. Cette importance du commerce international et surtout sa croissance extrêmement forte met en évidence la mondialisation, c'est-à-dire l'émergence d'un vaste marché mondial, aussi bien pour les biens que pour les services, que pour les capitaux. Et donc, cette mondialisation va rendre les économies nationales dépendantes les unes des autres, parce que ce qui fait les exportations des uns, eh bien, ce sont les importations des autres. Et donc, il y a une interdépendance extrêmement importante entre les différentes grandes économies qui échangent donc à travers ce commerce international. Le résultat de cette augmentation extraordinaire du commerce international et donc de la mondialisation, ça a été la multiplication par 40 depuis 1955 du commerce des biens. Est-ce que vraiment la mondialisation et ce commerce international sont la clé du succès? Et dans ce cas-là, il faudrait développer le libre-échange, ou bien est-ce que ce libre-échange va poser un certain nombre de problèmes et faudrait-il essayer de le limiter? C'est ce que nous essaierons de comprendre. Nous allons donc voir le développement du libre-échange, nous en étudierons les avantages, puis nous verrons quelles institutions l'ont vraiment mis en place. Quels sont les avantages du libre-échange? Le premier des facteurs, c'est peut-être la répartition optimale des facteurs de production. En effet, si on choisit quelques productions ciblées, c'est-à-dire si on se spécialise, les capitaux
vont pouvoir s'investir dans les secteurs les plus rentables, ils vont donc dégager de nombreux profits et ces profits vont pouvoir à leur tour s'investir dans les innovations, dans la recherche, dans les gains de productivité. Donc un pays qui se spécialise bien, dont les capitaux sont bien placés, pourrait connaître une croissance économique forte et des gains de productivité aussi très importants. Le libre-échange doit permettre aussi la concurrence internationale. Or, pour les libéraux, la concurrence internationale et toute forme de concurrence de toute manière est excellente pour tout le monde. D'abord parce qu'elle pousse les entreprises à se moderniser, à innover, etc. Parce qu'elle permettent aux consommateurs d'avoir les prix les plus bas et d'avoir les produits les meilleurs. Et donc la concurrence, c'est la base de la modernisation générale et du bien-être des consommateurs. Le libre-échange aussi permet d'importer des produits qui sont moins chers que ceux que l'on produirait sur place. Si les produits sont moins chers, alors ça va permettre d'avoir des salaires moyens, puisque même avec des salaires moyens, bien les salariés pourront se payer une quantité importante de produits moins chers. Donc les entreprises qui pourront donner des salaires moyens, eh bien, pourront être plus compétitifs que si les salariés étaient obligés d'acheter des produits locaux plus chers, et ils auraient donc dans ce cas-là des problèmes de pouvoir d'achat et réclameraient des augmentations de salaire. Donc le libre-échange est une manière de modérer les augmentations de salaire en offrant la possibilité d'acheter des produits les moins chers possibles. L'essentiel peut-être du libre-échange, c'est de permettre des économies d'échelle. On expliquera tout à l'heure qu'est-ce que sont exactement les économies d'échelle, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on fait des économies d'échelle lorsqu'on produit en très grande quantité, parce que chaque unité de cette très grande quantité va revenir moins cher. Donc plus les entreprises s'internationaliseront, plus elles auront de production, plus le produit unitaire sera bon marché. Et donc finalement, plus il sera compétitif pour l'entreprise en question. Donc une entreprise a tout intérêt à participer à l'internationalisation et à l'augmentation de sa production à travers le libre-échange. Nous allons essayer d'expliquer ce qu'on appelle les économies d'échelle. Pour bien comprendre les économies d'échelle, il faut savoir que le prix d'un produit comporte plusieurs éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle les coûts fixes. Qu'est-ce que c'est que les coûts fixes? Ce sont les coûts qui correspondent à l'achat de bâtiments, de terrains, de machines pour produire. Et il faut bien évidemment répartir ces coûts sur chacun des produits que l'on vend. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les coûts variables. Ce sont des coûts qui vont changer au fur et à mesure que l'on va produire plus. En effet, les coûts fixes, eux, ne bougent pas, c'est-à-dire c'est pas parce que vous produisez plus que vous allez être obligé d'avoir un bâtiment supplémentaire, des machines supplémentaires, du moins pas tout de suite. Bon, donc pendant un certain temps, vous pouvez produire avec les mêmes coûts fixes. Par contre, les coûts variables, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire la matière première, bien, si vous augmentez la quantité de produits, vous devez augmenter la matière première. Vous ne pouvez pas dire je vais vendre une voiture avec un pneu en moins. Donc vous vendez les voitures, il faut les 5 pneus, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est des coûts variables, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous augmentez les quantités, eh bien, vous augmentez les coûts variables. Coût variable qui fait partie, évidemment, du coût total du produit, auquel vous ajoutez les bénéfices. Donc un prix, ça va correspondre aux coûts fixes qui sont répartis sur l'ensemble des produits vendus, aux coûts variables et aux bénéfices que vous ajoutez. Si vous avez une très faible production, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les coûts fixes vont être énormes, vont représenter quelque chose de très important parce qu'il faut absolument que ce que vous avez dépensé pour les bâtiments, ce que vous avez dépensé pour le terrain, ce que vous avez dépensé pour les machines, il faut bien que ça se retrouve dans le prix du produit. Mais s'il y a très peu de produits, ça va représenter quelque chose d'extrêmement important, auquel vous allez ajouter les coûts variables, c'est-à-dire le coût de matières premières et toutes sortes d'autres produits dont vous avez eu besoin pour fabriquer le produit. Résultat, vous avez un coût unitaire qui est très élevé. Et donc, vous allez être obligé de vendre votre produit extrêmement cher parce que vous en vendez quelques unités et que pour ça, vous avez dû construire bâtiments, acheter terrain, machines, etc. Et donc, finalement, vous devez vendre vos produits très chers. Par contre, si vous augmentez très fortement les quantités, jusque à la limite, c'est-à-dire sans avoir à changer les coûts fixes,
Vous ne changez pas de bâtiment, vous ne changez pas de terrain et vous gardez les machines que vous avez. Mais avec ces machines, vous pouvez produire nettement plus que ce que vous faisiez avant. Donc vous produisez, vous produisez, vous produisez nettement plus, et forcément, sur chacun des produits, le coût fixe va représenter de moins en moins. Et ça va représenter une part de plus en plus petite. Les coûts variables, eux, vont varier. Bon, puisque de toute façon, il faut les acheter et il faut bien les introduire dans le coût final. Et donc, en fait, à la fin, le coût unitaire, il va être un peu de coûts fixes, bon, quelques coûts variables évidemment, les bénéfices, et donc le prix unitaire, lui, il va être faible. Pourquoi va-t-il être faible? Parce que les coûts fixes répartis sur un très grand nombre de produits représenteront une part très petite du prix. Donc plus on va produire, plus on est capable de baisser les prix. C'est pourquoi les entreprises cherchent toujours à produire en plus grande quantité. On voit bien quand un produit nouveau arrive, il est vendu en petite quantité, il est très cher. Les premiers ordinateurs valaient extrêmement cher. Puis quand on s'est mis à produire les ordinateurs en grande quantité, eh bien les coûts fixes ont représenté une part de plus en plus petite du coût final et on a pu vendre des ordinateurs de moins en moins chers. Il en est de même pour tous les produits. Donc les très grandes entreprises cherchent à produire un maximum. Pour produire un maximum, il ne faut pas s'arrêter aux frontières de son propre pays, parce que ça veut dire que la demande, là, elle finit par être limitée. Il faut essayer de produire dans de nombreux pays différents et ainsi augmenter la demande de son produit. Donc on va pouvoir augmenter ainsi la production et on va pouvoir alors faire baisser le prix unitaire. Et donc, la mondialisation et l'augmentation du commerce international va expliquer en grande partie la baisse des prix qui est donc favorable aux consommateurs. Un certain nombre d'organismes internationaux ont été créés pour favoriser le libre-échange. Et l'un des plus importants, ça a été le GATT, le General Agreement on Tariff and Trade. Grâce au GATT, on a pu faire baisser de manière tout à fait extraordinaire les droits de douane. Ça a été vraiment l'élément essentiel. Ces droits de douane ont baissé dans tous les pays qui se sont mis à participer au GATT. Et actuellement, donc, les droits de douane sont extrêmement faibles. Donc, ce n'est pas là un problème pour l'ensemble des pays qui participent. Il a été transformé en OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, parce que dans ce cas-là, au lieu d'être juste un accord général, eh bien, il s'agit d'une organisation qui a la possibilité donc de faire respecter ses règles, et ceci est extrêmement important. Ça s'est passé en 1995 à Marrakech, et on a vu donc la possibilité, cette fois-ci, non seulement d'édicter des règles et des règlements internationaux, mais aussi de les faire respecter. Le second organisme créé après la Seconde Guerre mondiale, c'est le FMI, le Fonds monétaire international, auquel participaient tous ceux qui avaient des monnaies qui étaient liées au dollar. Et ce Fonds monétaire international a en fait transformé légèrement sa mission en aidant les pays qui étaient endettés et en leur appliquant des principes qui sont des principes extrêmement libéraux et en imposant à ces pays un libre-échange presque total. Donc là encore, on voit un organisme qui développe le libre-échange. Donc pendant les années 80 et 90, le libre-échange s'est extrêmement développé grâce aux efforts de l'OMC d'une part, du FMI d'autre part, et au fait que dans la plupart des États, les conseillers économiques étaient des conseillers libéraux qui considéraient que le libre-échange était l'unique moyen de développement. Nous verrons dans la prochaine vidéo quelles sont les théories qui expliquent les avantages du libre-échange.